J.D. Vance, le vice-président américain, est venu dire « Attention, c'est soit vous acceptez ce plan, soit les deux parties acceptent ce plan, les Ukrainiens et les Russes, soit les États-Unis se retirent de la négociation avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore. » Chers amis, bonjour. Alors, actuellement, nous sommes au cœur des négociations. Les choses s'accélèrent sur la guerre en Ukraine. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que Donald Trump a présenté son plan de paix qui a fuité dans le Wall Street Journal. On en connaît les détails. J.D. Vance, le vice-président américain, est venu dire « Attention, c'est soit vous acceptez ce plan, soit les deux parties acceptent ce plan, les Ukrainiens et les Russes, soit les États-Unis se retirent de la négociation avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore. » Nous sommes dans un tournant, on va dire, de la guerre en Ukraine, où chacun sent que les choses vont bouger. Et au cœur de ces négociations, eh bien, se trouve la question de l'énergie en Ukraine, et en particulier celle des centrales nucléaires. Alors, centrales nucléaires qui apparaissent au cœur de la négociation entre Américains et Russes sur un cessez-le-feu, en particulier une centrale, celle d'Energodar. C'est la plus grande centrale d'Europe. Elle a 6 réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que cette centrale est occupée par les Russes. Ils ont pris cette portion de territoire au sud du Dniepr et les Ukrainiens et les Russes se sont battus autour de cette centrale. Alors il y a eu toujours, et il y a toujours aujourd'hui, un risque d'accident permanent, d'accident nucléaire. Mais au-delà de ça, c'est la négociation finalement s'active autour de cette centrale. Les Américains ont proposé d'en prendre le contrôle et ensuite de distribuer de façon équitable l'électricité aux Ukrainiens et aux Russes. Donc ça veut dire que les Russes, évidemment, seraient confortés et continueraient à occuper les parties qu'ils ont conquis de l'Ukraine. La Russie, elle, compte sur cette centrale pour approvisionner en électricité les territoires ukrainiens annexés depuis le début de la guerre et avant, depuis 2014. L'Ukraine, elle, risque de se retrouver privée de ces 6 réacteurs qui fournissaient quand même 20% de son électricité. Alors, ce que je vous propose, exclusivité Omerta. On revient un petit peu en arrière parce que nous avions eu l'occasion d'enquêter autour de cette centrale de Zaporijjia, d'être quasiment à l'intérieur. Nous sommes allés à l'entrée, nous avons discuté avec les ingénieurs qui y travaillaient. C'était en 2022, en octobre 2022. Tout le problème était déjà là, elle était occupée par les Russes. Les Ukrainiens avaient tenté de se confronter aux Russes. Il y avait des traces d'explosion, on le voit dans ce documentaire. Puis surtout, nous sommes allés demander aux habitants. Alors, on vous redonne ce docu en exclusivité. C'est un docu, c'est assez intéressant de pouvoir voir ce qui s'y passe, de pouvoir prendre conscience du problème de Zaporijjia. C'est sur Omerta, bien sûr, et c'est tout de suite sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Nous prenons la route d'Energodar, la ville sur laquelle se situe la plus grande centrale nucléaire d'Europe. On vient de rentrer dans le périmètre de la centrale. On la voit, on est sur une colline qui la domine. C'est une zone dont l'accès est fermé. Toute la centrale et la ville d'Energodar, c'est des zones militaires maintenant. Il y a une semaine, une équipe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'y trouvait pour évaluer les conséquences des bombardements intempestifs qu'elle a subis. 2 membres de l'AIEA se trouvent encore sur le site. L'objectif est d'obtenir un accord de la part des belligérants pour écarter toute pièce d'artillerie dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Pour l'instant, ce souhait est resté lettre morte. Là, on se rapproche à nouveau de la centrale, en fait. On voit très bien les 6 réacteurs atomiques qui sont tous actuellement à l'arrêt. La centrale est éteinte théoriquement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment de zone où la radioactivité est extrême.
Et si par malheur les bombardements continuaient, eh bien, ces zones pourraient contaminer, il pourrait y avoir des fuites. On est vraiment sur un site nucléaire majeur, la plus grande centrale en Europe. Ah, on vient de me dire de ne pas avancer. Ici c'est l'entrée de la centrale. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est dans un site nucléaire ultra sensible, un site qui alimente une partie de l'Ukraine. Et on a vu que des sacs de sable ont été prépositionnés, comme s'il y allait avoir des combats. Ce qui est quand même assez incroyable, cette militarisation d'un site civil. L'entrée est tenue par 2 militaires russes avec un brassard blanc. Voilà, on est juste vraiment à l'entrée de la centrale de Zaporijjia. L'entrée, normalement, en temps ordinaire, pénètre le personnel civil qui vient travailler dans la centrale. Ouais. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, il y a ces plots en béton qui ont été installés depuis que les Russes ont pris la centrale. Comme si c'est des positions de défense, de l'autre côté également. Et puis, on en a exactement ici. Donc, il y a une sorte de militarisation du site. Mais ce qu'on a constaté, puisqu'on est venu de la ville, d'abord que la centrale est vraiment située à 5 minutes de la ville, une ville de 15 à 20 000 habitants. Il y a encore beaucoup d'habitants dans la ville. On va aller en rencontrer tout à l'heure. Mais c'est tout près, c'est vraiment tout près. Il y a donc une sécurité minimale qui existe. Il n'y a pas de militaires dans le périmètre, il n'y a pas de chars. Donc il y a une forme d'occupation militaire du site, mais je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des bombardements. Donc si les bombardements ont eu lieu, c'est qu'il y a une sorte de chantage qui s'est établi entre la Russie et l'Ukraine autour de cette centrale, qui s'est retrouvée un peu malgré elle sur la ligne de front. Encore faut-il rappeler que même si les réacteurs sont à l'arrêt, un bombardement peut occasionner une fuite radioactive majeure qui pourrait avoir un impact considérable sur la région et sur l'ensemble du pays. Nous avons rendez-vous avec 2 ingénieurs atomiciens russes qui travaillent dans la centrale. Devant nous, ils ne cachent pas leur inquiétude sur ce qui se passe sur le site. La centrale a été l'objet de bombardements, on l'a vu partout, c'est le point d'attention du monde entier en ce moment. Quels sont les risques si ces bombardements continuent et est-ce qu'il y a eu potentiellement des fuites radioactives? Да, обстрелов было много по территории атомной станции и прилежащих территорий, в частности, по линиям электропередач. Перебивали линии электропередач, и из-за этого, естественно, электроэнергия идти никуда не может, и приходится блоки останавливать, тормозить и переводить работу атомной станции в нештатную ситуацию. Естественно, много зданий повреждено, много коммуникаций нарушено. Как бы так. Ну, как на мой взгляд, для блоков, для самих блоков эти обстрелы никаких особо серьезных повреждений не нанесли. Но то, что сейчас мне сложно сказать, что они хотят, обстреливается и территория атомной станции, промышленная зона, которая вокруг атомной станции обстреливается. В последнее время все чаще обстреливается уже город. Зачем обстреливать город? Мирные жители гибнут, вообще мне непонятно. 20 467 подписей мы собрали по всей Запорожской области. Это в знак протеста обстрела атомной станции. Мы вообще приняли, как горожане, такое мнение, что атомная станция и прилегающие территории примерно на 20-30 километров обстрелов не было. Ни как с украинской стороны, ни как с российской stороны, потому что это безопасность всей планеты. Et actuellement, cette pétition, elle en est où? Quelle chance a-t-elle d'aboutir? Est-ce qu'on peut espérer que ce territoire devienne à un moment neutre et qu'il n'y ait plus de problème avec cette centrale? И он обязательно эту позицию горожан донесет в Ассамблее ООН. Il y a eu beaucoup de tirs sur la centrale et aux alentours, sur le système d'évacuation de l'électricité en particulier, ce qui fait courir un risque sur les cœurs nucléaires. Pour le moment,
Aucun dommage sérieux n'est à signaler, mais un obus est quand même tombé à 50 mètres d'un des réacteurs. Dans la ville d'Energodar, les bombardements ont fait plusieurs morts. Tout de suite, là, on va aller poser des questions à des gens qui vivent dans le périmètre de cette centrale, donc qui vont être les premiers menacés, les premières victimes s'il y a ces fuites radioactives. C'est pas du tout la même chose que Tchernobyl, il faut vraiment avoir ça en tête. Tchernobyl, c'est un des réacteurs, le réacteur numéro 4 de la centrale dans lequel la réaction à la suite d'une manipulation est devenue incontrôlable. Là, les bombardements ne causeront pas une explosion nucléaire ni une réaction en chaîne à l'intérieur des réacteurs. D'ailleurs, ils sont à l'arrêt. Mais le bombardement risque de provoquer des fuites radioactives avec le fleuve à côté et la nappe phréatique évidemment en dessous. Il y a des possibilités de contamination qui sont très très sérieuses. C'est terrible de penser à ce que l'Ukraine a vécu en 1986 avec Tchernobyl et de s'imaginer qu'aujourd'hui il y a à nouveau une menace nucléaire dans ce pays. Nous allons maintenant à la rencontre des habitants. Des obus ont atterri au milieu de la cité, brûlant des véhicules ainsi qu'un appartement. En observant les impacts, il n'y a pas beaucoup de doute. Si les Russes ont pu bombarder ailleurs, ici les projectiles venaient bien de l'autre côté du fleuve, donc de la partie ukrainienne. Précision, nous sommes libres de nos mouvements et nous allons parler à des personnes sans qu'aucun guide des autorités russes ne nous accompagne. Ce que je voudrais savoir, voilà, on vient d'aller à la centrale nucléaire à côté. Qu'est-ce que ça te fait de vivre à côté d'une centrale comme celle-là? На самом деле опасность есть, но людям приходится здесь жить, просто приходится, потому что они могут создать свои семьи. Вот, например, у меня есть бабушка и дедушка, они нуждаются в помощи, поэтому как-то уехать отсюда я не могу, нужно им помогать. Вот так вот. По поводу того, что атомная станция выведется из строя или там взорвется, я считаю, что это просто невозможно сделать, потому что, я думаю, и та страна умная, они не станут тут делать какой-то террор. Tu étais là pendant les bombardements. Comment vous avez vécu les bombardements ici? Это было очень веселое время для нас всех. Мы сидели в коридоре и банально молились, чтобы никакая ракета не прилетела нам в дом. Все. Vous avez eu peur? Ты боялся? Да, конечно, страх присутствовал. Это первый раз в моей жизни такое происходит. Les Russes persistent à nous dire et à nous montrer qu'il n'y aurait que les Ukrainiens à viser le site. Seulement, nous l'avons vu, même si nous n'avons observé aucun engin blindé aux alentours, hormis quelques chars sur la route, le site de la centrale est bel et bien administré par l'armée russe. Voici Alexander Volga, l'administrateur d'Energodar. Avec les Russes, il y a toujours une forme de catéchisme à écouter en préambule. Ça ne loupe pas. Le discours est soporifique, jusqu'à ce que l'homme évoque Tchernobyl. Il raconte alors que son père a fait partie de ceux qui ont réalisé le sarcophage autour du réacteur. Et comme tous les malheureux qui y ont passé trop de temps, il est mort dans d'atroces souffrances. Мой отец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской атомной электростанции. К сожалению, он уже давно умер. Поэтому ситуация, которая могла и может на данный момент разразиться на территории Запорожской атомной станции, ее, естественно, нужно предотвратить путем именно политического вмешательства тех стран, которые на данный момент подогревают данную ситуацию. То история в первую очередь может повториться. И она может повториться в более крупном масштабе. Это страшная трагédie, которая может унести жизни многих людей по всему миру. Je quitte Alexander Volga en me disant qu'avec cette histoire de centrale, on aura touché le fond de l'abject. Les bombardements font courir un risque majeur à l'ensemble de la planète. Depuis notre visite en septembre, ils n'ont pas cessé.
et celui qui a la charge d'administrer la ville qui entoure le site est toujours ce fils d'une victime de Tchernobyl.